Bonjour à tous et bienvenue dans Délivrez-nous. Nous sommes à la librairie Martel et dans un instant nous serons rejoints par Daniel Piccoli, présentateur télé mais avant tout écrivain, et il nous le prouve une fois encore avec La Nuit de Lampedusa, publiée aux éditions Albin Michel. Daniel Piccoli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans La Nuit de Lampedusa, publiée chez Albin Michel, plusieurs histoires s'entremêlent, à commencer par la grande et la petite. Nous sommes en 1799, il y a d'un côté Napoléon et une campagne d'Égypte qui s'essouffle, et de l'autre vos héros, Jeanne et ses compagnons, qui vont partir en Sicile afin de libérer le général Dumas qui est emprisonné là-bas. La Nuit de Lampedusa, c'est le point de rencontre entre ces deux histoires. C'est ça. Non, mais pour l'instant, je suis. C'est pas facile à résumer. Hein. Oui. Ah ouais. Alors ce livre est le troisième volet d'une série où il est question du Chevalier de Saint-Georges. Le livre commence avec son enterrement à Paris. Vous écrivez pour sa dernière représentation, Saint-Georges fait salle comble. Vous teniez à rendre hommage à ce Guadeloupéen que l'histoire a un peu oublié. Oui, c'est en tout cas dans mes ouvrages, oui. C'est-à-dire que Chevalier de Saint-Georges, je l'ai découvert il y a très longtemps. Ça faisait plutôt partie de mes héros d'enfance. Oui, tout à fait. Mais seulement, je n'en trouvais pas la traduction dans l'histoire. Comme Alexandre Dumas, d'ailleurs, qui est l'autre héros. Il était carteron. Moi, je suis carteron. Alors, j'ai dit, tiens, je suis comme Dumas. Ça fait un peu prétentieux quand on est petit, mais c'était simplement une familiarité. Et donc, le Chevalier de Saint-Georges a effectivement ce personnage que moi, je trouve exceptionnel et que j'étais très étonné qu'il n'existe pas plus de romans. Moi, je veux dire, si j'avais été un jeune écrivain guadeloupéen, ça aurait été un héros évident. Bon, donc ça n'était pas le cas. Je l'ai découvert, donc je l'ai mis dans mes livres pour simplement faire en sorte que cette espèce de blanchiment de l'histoire qui avait eu lieu, en tout cas en ce qui me concerne, dont Napoléon est en grande partie responsable, cesse. Donc on l'a remis. Je lui ai en plus fait faire un enfant avec Marie-Antoinette. Je ne sais pas s'il en a rêvé, moi je l'ai fait. Donc, et c'est l'enfant Léopard, qui est ce personnage qui traverse cette trilogie. C'est lui qui est une sorte de héros qui n'a pas encore décidé quel type de destin il va avoir. C'est l'enfant Léopard est quelqu'un qui se demande s'il a vraiment envie de vivre. Et chaque histoire lui donne de nouvelles raisons de vivre. Donc il continue, mais c'est jamais son histoire. Là, c'est l'histoire de Jeanne, c'est l'histoire du dernier amour de Saint-Georges, et qui va effectivement croiser Bonaparte, mais qui d'abord a eu un enfant avec Saint-Georges. Donc il y a une histoire un peu étrange où le héros est peut-être un ventre. Un ventre qui, pendant 13 mois, va recueillir deux enfants, l'enfant de Saint-Georges et l'enfant de Bonaparte. Et il s'en suivra des aventures, des querelles, et ce ventre est propulsé dans toute l'histoire. Mais fondamentalement, peut-être que le cœur de l'histoire, c'est ce ventre, ces deux enfants et cette relation parfaitement mystérieuse que peut avoir une femme enceinte avec son ventre. C'est un mystère pour un garçon. Une conversation permanente qu'elle établit, Jeanne. Hein. Voilà. Et donc, il lui répond. C'est vraiment une vraie conversation parce qu'ils ont, ces enfants, un art du coup de pied très évocateur. Donc, ils peuvent parler. Ils parlent avec leur mère de cette manière-là. Donc, voilà, ça, c'est l'espèce de substrat du livre. Et à partir de là, ce livre galope. Il y a des péripéties. C'est vrai qu'on part du Caire, d'Alexandrie, de Paris, et qu'on se croise à Lampedusa après être passé par Messine. Il y a des naufrages, il y a des éruptions volcaniques, il y a des guerres. Enfin bon, voilà. C'est après dans la tradition de ce roman à épopée, de ce roman à galopade. À la Alexandre Dumas. À l'Alexandre Dumas, et en prenant aujourd'hui un petit peu plus de liberté encore avec l'histoire que ne faisait Dumas. Voilà, absolument. Alors un enfant noir, un enfant blanc, le métissage, c'est un thème qui vous est cher. Voilà, c'est-à-dire que j'ai voulu faire ce que ma maman avait fait. Moi, j'essaie en littérature de réussir ce que ma mère a réussi. Ma mère a réussi 13 enfants. Je fais donc des livres qui ont 13 chapitres, et elle a réussi avec le même ventre à faire des enfants puisqu'elle a eu deux maris. Elle a d'abord été veuve d'un mari blanc, et après elle a épousé mon père noir, et donc elle a fait des enfants blancs et métis, comme moi. Et alors elle a fait toute une flopée d'enfants blancs avec des yeux bleus, et moi avec cette allure-là. Donc elle a fait avec le même ventre des enfants qui sont strictement différents. Et j'aime beaucoup parce que moi, par exemple, aujourd'hui, on peut me parler de Saint-Georges, de la Martinique, mais mon frère, personne ne lui en parle. Il est blanc, avec les yeux bleus, on a les mêmes parents. Donc je veux montrer combien ce métissage, parfois on s'arrête sur des apparences, comment on me projette moi dans une histoire et dans une culture uniquement sur le fait des apparences, et que j'y adhère, et que je le rejoins, alors que le petit Steve McQueen qui est mon frère, qui a le même sang que c'est vous. Le même, mais lui il ira dans il a d'autres référents, c'est amusant.
Quand on connaît Napoléon Bonaparte, fin stratège et déterminé, qui est au cœur de votre livre, on peut s'étonner de sa défaillance au moment du coup d'État du 18 Brumaire. Vous avez une explication là-dessus? Oui, mais parce que tout le monde s'étonne de cette défaillance, parce que c'est une défense historique. C'est-à-dire que s'il n'avait pas eu son frère Lucien à ce moment-là, il rate le 18 Brumaire. L'histoire de France change complètement. Absolument. Et pourtant, il a préparé ce coup d'État. Oui, il le prépare, d'autres le préparent pour lui. Il a toutes les instances politiques avec lui, il a les forces militaires avec lui, mais ce jour-là, il défaille. Et moi, je me suis longtemps posé cette question-là, parce que ça m'a toujours un petit peu sidéré. J'aime bien les défaillances des hommes, c'est là où ils sont intéressants. Et je me suis dit que la seule explication, c'était qu'il était amoureux. Il était amoureux de Jeanne. Donc je fais de ce Bonaparte, au moment du 18 Brumaire, quelqu'un qui pense à Jeanne, qui a tout à coup un surgissement, une situation qui lui fait revenir à l'esprit un danger qu'a couru Jeanne. Et cet homme n'est plus Bonaparte, c'est un amoureux. Et là, je l'aime encore plus. Ah oui, il perd ses moyens, il est plus séduisant. Vous ne faites pas de cadeau à Joséphine de Beauharnais, son épouse infidèle, elle est dépensière, calculatrice, aucune morale. C'est un portrait sans concession quand même. Je n'ai rien inventé de Joséphine. Elle trahit son mari, elle le trompe ouvertement. Joséphine était haïe par sa famille, haïe par la famille de Bonaparte. Elle a été cette femme-là, mais en même temps, elle est touchante pour moi aussi. Dans la mesure où il y a un aspect de Joséphine je trouve jamais assez traité, c'était que c'est une jeune fille qui a été élevée aux Antilles. Donc elle a été élevée sur une plantation, elle a été élevée au milieu des Noirs, des danses, de la musique, de cette sensualité. Cette sensualité-là, elle en était gorgée. Et on ne peut pas comprendre Joséphine si on oublie qu'elle a passé jusqu'à son adolescence, jusqu'à son mariage avec le Beauharnais, qu'elle l'a passé dans cette ambiance-là. Et là, elle me plaît, là je l'aime parce que c'est quand même une jeune femme déracinée. Même si elle est au pouvoir, même si elle est avec des gens puissants, c'est une jeune femme qui a vécu toute sa vie dans une plantation de Martinique et qui est projetée dans les salons de Paris. Donc on peut considérer qu'elle soit déracinée. Oui. Et cette femme va se battre comme un chien, vraiment, avec tous les moyens d'une femme et d'une mère, surtout, pour récupérer Bonaparte. Ce tableau est celui de Joséphine. On a le sentiment que dans les hautes sphères du pouvoir, tout n'est que manipulation, manigance, imposture. Joséphine s'exclame « Chacun sait que tout contrat, comme tout discours politique, est une fiction qui devrait commencer par « Il était une fois ». L'intérêt de la France, tout le monde s'en moque éperdument. Mais oui, mais moi je trouve cette formule juste, j'adore cette formule. Merci Joséphine. Tous les contrats et les discours devraient commencer par « Il était une fois », comme les comptabilités de certaines grandes entreprises, comme beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on vit dans une fiction, et c'est ça que je trouve extraordinaire du côté des romanciers, c'est qu'au moins ils ne vous mentent pas, ils vous disent que vous êtes dans une fiction. Donc vous les surveillez, vous faites attention à ce qu'ils disent. On surveille beaucoup moins une comptabilité qu'un roman. On a tort, et on a vu avec la crise financière qu'on ferait mieux de surveiller les entreprises que les romanciers. Donc le romancier, il est là pour faire en sorte que le mensonge soit vivant et que les gens s'en inquiètent. Mais on veut aussi qu'ils s'en inquiètent ailleurs que dans le roman. Donc le romancier est là pour entretenir le mensonge, pour que les gens pensent au mensonge hors le roman. C'est là qu'il est le plus dangereux. Absolument. Votre livre est un savant mélange permanent entre fiction et réalité historique. Et on a l'impression que vous avez convoqué toute l'histoire de cette époque-là, de la pierre de Rosette au canal de Suez, en passant par les chauffeurs de Beauce, l'émancipation des Noirs de Saint-Domingue, tout y est. Vous avez dû faire énormément de recherches pour ce livre. Oui, mais la recherche, c'est une drogue dure. C'est-à-dire que le problème de cette période et de beaucoup de périodes, c'est que quand on commence à chercher, on trouve. Et sans chercher, on trouve. C'est-à-dire de ce que vous avez parlé, c'est vrai que la pierre de Rosette, c'est aussi un autre mystère. Comment se fait-il qu'on met 20 ans pour déchiffrer la pierre de Rosette? Alors puis lui, ce livre explique que c'est sûrement une fausse pierre de Rosette qui est au British Museum. J'adore cette idée-là. Donc il fait Champollion l'a découvert beaucoup plus tard. Les chauffeurs d'un Beauce, c'est vrai, c'est parce que la France était dans une espèce de turbulence à l'époque qui faisait que les chemins étaient dangereux, qu'il y avait des bandes de pillards. On est en pleine Révolution française, mais on oublie que c'est un chaos, que les gens sont dans la famine à cette époque-là, dans la France profonde. Donc c'était aussi pour donner le climat de l'époque. Voilà, et puis alors, les puissants, il ne faut pas oublier qu'il n'existe pas de guerre ni de coup d'État sans financier. C'est-à-dire que ce que je mets aussi, parce que j'allais presque dire c'est ma formation, je suis un économiste, et pour moi la création de la Banque de France, c'est un grand roman phénoménal qui a été uniquement créé pour récompenser les gens qui ont financé le coup d'État du 18 Brumaire de Bonaparte. C'est de l'histoire et très rarement vous entendrez parler en matière de guerre ou de complot ou de coup d'État de la finance. Mais il n'existe pas de politique sans finance. C'est le nerf de la guerre. Voilà, et on sait très bien aujourd'hui.
Oui, absolument. Ce roman foisonne de péripéties sur 500 pages. Vous y démêlez des fils invisibles, comme vous dites. Comment on fait pour tricoter un livre pareil? Vous avez un plan, comment vous faites? Alors, premièrement, j'ai déjà un plan qui est simple. J'ai 13 chapitres. Comme ma maman a eu 13 enfants, j'ai décidé de faire un livre en 13 mois parce que je voulais qu'une femme soit enceinte 13 mois, pour toujours en référence à ma maman. Ensuite, les 2 périodes historiques, il y a 14 juin 1799 et 14 juin 1800. Entre les deux, je dois connaître tous les événements qui se sont déroulés et les placer là où ils sont et que mon histoire circule au milieu de ces événements sans bousculer la rigueur de l'histoire. Ça, c'est bon. Après, j'ai des personnages, ils sont là. J'ai quand même pas mal de charmants second rôles. Vous avez parlé de Joséphine, ça peut être Berthier, ça peut être Bonaparte, ça peut être. Il y a Roustan, il y a tous les gens qui ont existé. Et à partir de là, je glisse mes personnages romanesques et je veux tout simplement qu'on ne fasse pas de différence entre mes personnages de roman et les personnages historiques quant à leur épaisseur, leur profondeur. Voilà, le crédit qu'on leur fait. Après, il faut faire attention, avancer. Il faut démêler. Et puis bon, moi j'ai regardé ma mère tricoter quand j'étais petit. C'est ça, j'en étais sûre. Et j'ai toujours été fasciné par les diminutions. J'ai toujours pas compris. Voilà. Malgré le rythme effréné de cette histoire, vous faites toujours attention à ne pas perdre le lecteur en chemin. Le personnage du Mac nous fait profiter de ses fiches mémoires. Celui de Piqueur explique très bien le coup d'État. C'est votre côté prof qui Oui, voilà, les fiches, c'est le côté... je m'amuse quand je lis des livres d'histoire parce que je vois les fiches. Le mec, il a trouvé un truc formidable, il a sa fiche. Et donc j'ai dit, allez, je vais m'amuser à mettre des fiches pour qu'on pense qu'effectivement, quand on est devant un monument et qu'on commence à le décrire et à donner son histoire, bon, on l'a vu dans Wikipédia un quart d'heure avant, donc il ne faut pas faire semblant de ça, il faut le dire, si on a envie de le dire comme ça. Ensuite, le côté pédagogique, c'est-à-dire Piqueur, expliquant le coup d'État, parce que sinon, soit je faisais revivre le coup d'État, c'est très difficile. C'est un livre, et si je veux en faire comprendre la nature, il faut que je prenne un point élevé, comme je fais toujours, et je peux regarder d'en haut. Voilà, c'est ma façon de ça. Je monte la caméra, comme dans une émission de télé. On monte la caméra, comme ça on a une vision d'ensemble, puis après on peut redescendre dans l'action. Ce roman est l'occasion aussi d'une réflexion sur le sens de l'histoire. Le chef d'état-major Berthier ne se gêne pas pour enjoliver les faits historiques. Le style, tout n'est que style, dit-il. Vous évoquez aussi les récits du soldat Joseph Laporte en Égypte. L'histoire, c'est une affaire de subjectivité pour vous? Complètement. C'est-à-dire que nous, on est quand même très bien placés pour savoir ce que c'est que des armes de destruction massive. Bon. Donc ça veut dire qu'on peut même, chez nous, encore aujourd'hui, en 2000 et des poussières, emmener une partie du monde en guerre sur une histoire. Absolument. Sur une histoire, en l'occurrence un conte. Donc si aujourd'hui, en pleine transparence, en disposant de tous les moyens qu'on a, on est capable encore de se faire raconter des histoires et d'y croire, pensons au XVIIIe siècle où quand Napoléon veut vous faire croire à son sacre, il appelle David, il lui dit tu mets les gens là, ceux qui ne sont pas là tu les mets quand même là, et puis là tu le mets comme ça et comme ça. C'est-à-dire que l'histoire a toujours été réécrite. C'est pour ça que c'est toujours amusant de penser, de dire les romanciers vous réécrivez l'histoire, mais ça n'existe pas hors la réécriture, même pas l'écriture. Oui, parce qu'il faut des intermédiaires. Et puis il y a avec 5 témoins, le pauvre, ce brave Napoléon, vous lui faites raconter Arcole, il va vous le raconter glorieux comme sur un tableau, et puis les autres vont vous le raconter qu'il s'est retrouvé le cul dans le fossé et que si quelqu'un ne l'avait pas protégé, il serait mort. Donc voilà, il faut simplement garder ça à l'esprit et choisir celui dont vous voulez écouter l'histoire, mais ne jamais croire qu'il y a une espèce d'histoire objective qui s'impose, qui est là. Il y a des travaux, on s'en rapproche, parfois très près, très proche. Regardez comment on découvre encore des choses sur la Deuxième Guerre mondiale, comment on ne sait rien sur la guerre d'Algérie, et avant de... Bon. Donc, il faut être humble par rapport à ça. Aussi. Oui, et lucide, oui. Vous glissez volontiers des anachronismes dans ce livre. À la soirée du Mac, on se croirait au Festival de Cannes. On assiste aussi à un journal de 20 heures qui commence par « La France a peur ». C'est un plaisir aussi de glisser des clins d'œil à notre époque. Oui, parce que ça, c'est une fameuse formule qui a Jiquel, quand il a dit ça, la France a eu vraiment peur, et c'était une époque où on pouvait avoir peur. Mais c'est effectivement pour glisser des petits clins d'œil de modernité, et puis pour se dire qu'il y a une espèce de fil continu entre ce passé et ce présent, et que ce fil est beaucoup plus continu qu'on le pense et beaucoup plus important. C'est-à-dire en gros, il faut la connaître, son histoire, pour vivre son présent, sinon on va s'en mêler. Et si vous ne vous préoccupez pas des falsifications de l'histoire au passé, vous n'arriverez pas à comprendre qu'on est en train de vous la falsifier en temps réel et au présent. Donc c'est une espèce de vigilance et d'esprit critique que le romancier instille, et les gros anachronismes comme ça
sont là pour dire t'as vu, t'as vu que c'était faux, là c'est clin d'œil. Mais fais attention, parce que quand quelqu'un veut te voler ton porte-monnaie dans le métro, il agite cette main-là, il te le prend avec l'autre. Donc il faut faire attention aussi à ces gros anachronismes, c'est-à-dire les gros trucs qu'on vous envoie, ça veut dire qu'on va vous faire passer quelque chose d'autre. Un signal. Voilà, ouais. Il y a encore quelques semaines, le nom de Lampedusa ou même celui de Benghazi en Libye n'aurait pas dit grand-chose au grand public. Vous êtes en plein dans l'actualité? Oui, je suis en plein dans l'actualité tout simplement parce que c'est une île symbole. C'est-à-dire que Lampedusa est là de toute éternité pour être le point, le nombril de la Méditerranée et effectivement le point le plus proche entre, non pas la Tunisie et l'Italie pour moi en montant, c'est entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est pour moi une île métisse, c'est-à-dire une île qui symbolisait le passage d'un continent à l'autre. À une époque où c'était le métissage, aujourd'hui c'est perçu comme une invasion. Donc les temps ont changé, l'époque a changé. Il y a 40 ou 50 ans, on aurait accueilli comme on a accueilli les flux migratoires qui enrichissaient, qui nous enrichissaient, qui ont fait les 30 glorieuses, qui ont fait la France industrielle. Et aujourd'hui, on est dans des phases de déclin économique, et particulièrement par rapport à un monde beaucoup plus vif que nous. Eh bien, on est comme quelqu'un qui est dans son jardin et qui dit je ne peux pas laisser entrer qui que ce soit dans mon jardin. C'est tout. Et c'est pas une accusation d'époque, c'est pas une accusation de monde, c'est une constatation. Mais il faut savoir que ça a été autrement et il faut se rappeler qu'on doit sa propre richesse à des gens qui un jour sont venus et qu'on a laissé passer. Ce n'est pas le moment. Et il pourrait se faire qu'on ait une vague de prospérité considérable, Dieu me plaise et ce serait formidable pour nous, eh bien on aurait besoin. Oui, tout à fait. Et là, tout à coup, Lampedusa deviendrait une porte que tout le monde considérerait comme une porte positive. Votre vocation de raconteur d'histoire avec un grand H et un petit ne date pas d'hier et doit beaucoup au café Mocarex auquel vous faites aussi un clin d'œil. Racontez-nous un petit peu. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'avais ces soldats Mocarex que je trouvais dans le café. Et mes héros quand j'étais gamin, aujourd'hui il y a des gosses jouent avec des Playmobil ou avec des... je ne sais plus quoi d'autre. Moi je jouais avec Marie-Antoinette, Axel de Fersen, Louis XVI, Bonaparte. Il y avait Bonaparte et Napoléon, il y avait Joséphine. Et tous les personnages qui par la suite sont devenus des personnages de romans. C'est-à-dire que moi c'est mes copains d'enfance, c'est des souvenirs d'enfance. Vous en parlez dans Le cœur à la crème, oui, absolument. C'est à peindre. Bien sûr, Marie-Antoinette, mon éblouissement, absolument. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas, et je ne fais pas des livres d'histoire parce que ce sera un genre, non, c'est que j'ai toujours raconté des histoires dont les héros étaient Marie-Antoinette, Louis XVI et Bonaparte. Donc je continue à le faire. Maintenant c'est beaucoup plus construit, bon maintenant j'ai moins... Je ne peux plus utiliser un berlier, une grue ou un avion pour sauver Marie-Antoinette, ça se voit un peu trop, mais j'utilise quelques anachronismes, ce sont les vestiges de ma grue bleue et de mes Dinky Toys. Absolument, qui dure. Vous êtes l'antithèse de l'écrivain maudit Daniel Piccoli, de vos romans émane un plaisir contagieux comme ça. Est-ce que, comme votre personnage Edmond, vous comptez sur le récit pour apporter un peu d'imagination et de fantaisie à la réalité? Ouais, la réalité, moi, elle en a... non, je compte sur le roman pour transmettre cette imagination. Moi, ça s'anime au présent, en temps réel, tout. C'est-à-dire que moi, le monde est composé d'histoires. Il n'y a pas un jour, je ne trouve pas une idée d'histoire, ça n'existe pas. Je marche entre mon domicile et mon bureau, j'ai 3/4 heures de marche, j'écris 2 romans, 3 nouvelles, un film, bon. La page blanche, non. Non, je ne connais pas et je conseille à tous ceux qui en ont peur de la gribouiller, d'écrire n'importe quoi, de la relire le lendemain, ils diront c'est nul, mais ils trouveront pourquoi c'est nul et ils passeront à autre chose. Il ne faut pas. Pour moi, l'angoisse de la page blanche, quand elle continue et quand elle perdure, c'est qu'on la désire. C'est-à-dire qu'on désire ne pas écrire, qu'on désire ne pas se confronter à ce geste qui est effroyable. Parce que jamais, je le dis à tout le monde, jamais vous ne pourrez écrire aussi bellement que dans votre tête. Les histoires que vous avez dans votre tête, les paysages, les lumières, jamais vous ne pourrez. Et si vous avez cet orgueil qui consiste à ne pas vouloir écrire parce que vous n'êtes pas capable de faire ça, arrêtez tout de suite, n'accusez pas la page blanche, c'est simplement de l'orgueil, pas de l'angoisse. D'accord. On vous retrouve également présentateur de télé dans Café Piccoli tous les vendredis sur France 5 depuis 2005. Toujours autant de plaisir à cette émission. J'arrête sinon. Parce que Café Piccoli m'empêche d'écrire au moins un roman par an. Donc si je sacrifie un roman ou des histoires pour enfants, des nouvelles, des scénarios pour Café Piccoli, c'est que ça me plaît. C'est que quand j'entre dans ce café-là, je prends un plaisir terrible. Recevoir des gens, découvrir. Ce que m'a le plus appris Café Piccoli, c'est la diversité des talents.
Quand on est écrivain, malheureusement, on connaît que des écrivains. Il y a un moment, on connaît que des écrivains. Et après, grâce à Café Piccoli, je rencontre des acteurs, je rencontre des musiciens, je rencontre des humoristes, je rencontre des hommes politiques et aussi des gens qui font des essais. Et je m'aperçois que le talent est très divers et qu'il y a des choses absolument sidérantes. Il y a des essais qui m'ont plus passionné que pas mal de romans. Il y a des humoristes qui m'émeuvent par leur courage, par leur qualité, par leur talent, par le monde qu'ils promènent avec eux. Et des acteurs que j'envie et envierai définitivement toute ma vie. Donc tout ça, c'est Café Piccoli. Si j'arrive à transmettre ça aux gens qui regardent, ça me va. En tout cas, moi, ça m'enrichit considérablement. C'est ce que j'allais vous dire, dernière question. Ça nourrit votre œuvre d'écrivain Pas d'écrivain. Il y a une chose qu'il faut entretenir fondamentalement pour tout un chacun, c'est la libido, c'est l'envie de vivre, c'est l'envie de faire. Et il y a plein de choses très diverses qui la nourrissent. Ce que vous en ferez, c'est autre chose. Mais il y a une espèce de... C'est un peu comme on fait avec un accumulateur, on fait un gros ballon d'eau chaude. Il faut être une porte ouverte. Ce que l'on fera de ça après, peu importe. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui entretienne cette énergie initiale. Après, libre à chacun d'en faire une pièce de théâtre, d'en faire un film, d'en faire l'amour pour ses enfants, d'en faire du tricot, d'en faire de la poterie, d'en faire du journalisme, une maison de théâtre, n'importe, peu importe. Mais il faut en tout cas entretenir ça et prendre tout ce qui est capable de chauffer ce bon gros ballon d'eau chaude qui s'appelle la libido. Très bien, ce sera le mot de la fin. La nuit de Lampedusa, publié chez Albin Michel, alors pour apprendre, s'amuser en apprenant. Voilà. Et faire réchauffer le ballon en question. Très bien. Merci beaucoup Daniel Piccoli. À présent, je vous propose un gros plan sur le dernier roman d'Isabelle Marcet, amiénoise d'adoption. Ça s'appelle Quand tout se tait. Voici notre reportage. Un personnage, Thomas, en proie à un mal-être inexpliqué, qui se lance dans une enquête sur son passé familial, un narrateur qui tente de l'en dissuader, le passé et le présent qui s'entrecroisent et un puzzle reconstitué peu à peu, tels sont les ingrédients du nouveau roman d'Isabelle Marcet, Quand tout se tait, aux éditions Myriapode. J'ai voulu inventer une histoire dans laquelle un personnage qui constitue un petit peu un double d'Oedipe Roi, de Sophocle, va mener une enquête qui s'avère constituer une enquête contre lui-même. Ça m'a beaucoup intéressé de travailler sur ce livre et de mettre en scène des personnages au destin relativement tragique mais assez attachant, tout en instillant un petit peu d'humour, avec des flashbacks, des retours dans le passé immédiat, dans le passé plus lointain, et de voir comment notre présent peut être la résultante d'échos lointains du passé, etc. On parle beaucoup en ce moment de psychogénéalogie, de la transmission de secrets qui se font à notre insu, et entre autres le sentiment de culpabilité qui peut nous habiter tous et dont nous pouvons avoir hérité par génération interposée et par inconscient familial interposé. Pour moi, effectivement, il y a une référence et des références mythologiques, mais on peut lire le livre sans penser à la boîte de Pandore, sans penser à Oedipe Roi, comme une enquête, et plutôt une enquête psychanalytique. Je pense qu'il y a pas mal de suspense. J'aime beaucoup travailler sur l'imaginaire, sachant que l'imaginaire, me semble-t-il, nous révèle davantage à nous-mêmes que la réalité. Et puis je trouve aussi malsain d'utiliser le quotidien, le réel et les gens qu'on connaît. Donc je préfère inventer des personnages, les rencontrer dans le livre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont leur propre vie, ils évoluent. Et moi je les guide, mais ils me guident aussi. Quand tout se tait interpelle le lecteur sur le poids de certains secrets, avec en filigrane une interrogation, la vérité est-elle toujours préférable au non-dit ? La question reste ouverte et moi-même je ne suis pas capable d'y répondre, je ne sais pas. Le livre s'appelle Quand tout se tait parce que justement je pense qu'à la fin, tous les gens qui ont lu le livre m'ont dit à la fin c'est vrai qu'on se tait et qu'il y a comme un moment de recueillement où les gens se posent des questions. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est que, effectivement, j'ai voulu que le lecteur soit un petit peu déstabilisé, ému, sans tomber dans le pathos, en gardant quand même un petit peu d'humour et d'ironie grâce au narrateur, et s'interroge sur ce que sa famille, ce que nos familles ont pu faire, notamment durant l'occupation, parce que ça reste un sujet très tabou. C'est un livre sur nos âmes grises, on n'est jamais ou tout noir ou tout blanc. Donc c'est aussi un roman qui lutte un peu contre le manichéisme et la vision que l'on peut avoir de soi-même ou des autres. Et c'est en ce sens qu'il est déroutant. On peut être un héros ou un lâche, et on peut être un jour un héros et le lendemain un lâche, je pense. Nous sommes mus
tous, plus que nous le pensons, par des pulsions, des désirs, par notre passé. Et je pense qu'on peut être aussi mu par le passé familial, en hériter des dettes. Là, c'est le cas du personnage. Et qu'effectivement, notre part de libre arbitre, notre part de décision, elle est quand même relativement restreinte. Quoi que nous en pensions, avec notre petit orgueil, je pense qu'on a un héritage, oui, pas simplement biologique. On n'hérite pas simplement de chromosomes, mais d'une histoire. Et une fois encore, Isabelle Marcé surprend avec ce roman très différent de ses précédents ouvrages, un livre que l'on garde dans un coin de la tête, longtemps après l'avoir fermé. Il est temps de nous quitter, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les infos concernant l'émission sur le blog délivrez-nous.tv. On se retrouve très prochainement sur TV Amiens et d'ici là, belle lecture.